Amis followers, bonjour. Demba Diop, citoyen sénégalais, citoyen africain, citoyen du monde. Quelqu'un qui a toujours cru en l'édification d'un monde meilleur et qui n'hésite pas à prendre la parole pour au moins partager quelques réflexions qui peuvent servir ça et là. Chers amis, l'heure est grave au Sénégal. Le Sénégal a très mal démarré le mois de mars 2021. Parce qu'au tout début du mois de mars, nous commençons à vivre des troubles inouïs, inédits, qui sont très rares dans l'histoire du Sénégal. Le Sénégal, en réalité, aujourd'hui, donne une image internationale très salutaire, une image internationale qui a permis de captiver des investissements, un modèle de démocratie et de cohésion sociale érigé en exemple un peu partout. Un Sénégal fort par sa diplomatie, un Sénégal fort par ses forces armées, un Sénégal fort par ses ressources humaines bien avant la découverte de ressources pétrolières et gazières. Et donc c'est ce Sénégal-là, tant envié, qui a constitué un point de convergence entre jeunes Africains, par exemple, épris de quête du savoir, parce que des écoles de Dakar sont des écoles extrêmement prisées, parce que les plus grands professeurs africains pratiquement dispensent des cours au niveau de Dakar, pas simplement des Sénégalais, mais des Togolais, etc. Et cela a fait que Dakar est un point de convergence et un lieu en réalité pour faire sa vie pour les jeunes Africains. Et aujourd'hui, c'est ce Sénégal-là qui est en train en réalité de brûler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une histoire en réalité qui avait démarré par une accusation de viol envers un responsable politique qui est pratiquement aujourd'hui le principal opposant au parti au pouvoir, et cela a dégénéré vers des suspicions de manipulation politique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a atteint le summum avec une accusation de trouble à l'ordre public, d'appel à l'insurrection, etc. Et cela a sorti les populations des rues. Aujourd'hui, au-delà des manifestations face à face de quête de liberté, de quête de démocratie entre policiers et manifestants, il y a aujourd'hui une véritable instabilité faite d'attaques de bandits dans les quartiers, dans les maisons, dans les services, etc. Et je pense qu'il y a un mélange de genres aujourd'hui qui a fait que la situation n'est pas correctement analysée. Et aujourd'hui, on a des analyses à tout va, des sorties d'hommes politiques en réalité qui n'honorent en rien le Sénégal et qui ne font rien en réalité pour étouffer cette situation-là. Et je pense qu'il fallait lever la parole pour au moins par rapport à ceux qui nous suivent et par rapport à ce qu'on inspire, vraiment donner notre version de l'analyse et peut-être proposer des pistes en réalité de solutions. Parce qu'aujourd'hui, toute voix qui se lève et qui ne va pas dans le sens de calmer le jeu, je pense que ce n'est pas une voix à écouter. Et je pense que déjà dans un premier temps, quelle analyse faudrait-il faire de cette tension qui a atteint le summum? L'analyse première, c'est que c'est un échec pratiquement du dialogue social au Sénégal. Le Sénégal a d'excellentes institutions. On a le Haut Comité de dialogue social dirigé par la présidente Innocence Ntap Ndiaye dans le secteur en réalité du travail. Il y a d'autres cadres en réalité de dialogue et de concertation qui sont érigés en institutions pratiquement au niveau national. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les politiciens ont tenu en otage la population depuis bien des années. Depuis bien des années, on dit. Parce que d'aucuns parlent de fuite en avant des intellectuels, d'autres disent que les techniciens, les fonctionnaires, etc. ne s'engagent pas politiquement. Mais chacun, en réalité, doit s'engager sur le terrain politique sur la base, en réalité, d'une conviction. Des gens préfèrent être prêtres, préfèrent être guides religieux, préfèrent être en réalité avocats, etc. au lieu d'investir le champ politique. Mais cela ne dédouane en rien le fait que le pays nous appartienne et que les choses doivent être conduites selon en réalité les règles bien établies et partagées par tous. Aujourd'hui, il y a un échec de confiance généralisé du fait des hommes politiques. On a l'histoire des assises nationales. Au Sénégal, on a l'histoire du dialogue politique, duquel s'est soustrait d'ailleurs quelques politiciens de haut niveau pour rejoindre le parti au pouvoir, ce qui a aussi frustré un peu une certaine partie de l'opposition. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette confiance en réalité entre hommes politiques et population est pratiquement rompue. Et aujourd'hui, ces tensions aussi peuvent être lues comme une manifestation de la contestation
un mode en réalité d'extériorisation de la frustration populaire. Parce que depuis quelque temps, les arrestations tous azimuts sont banalisées. Depuis quelque temps, il y a des manques de tact et de manière en réalité qu'on note dans les processus et procédures. Et cela n'arrange en rien vraiment le climat social qui a toujours accusé un calme plat au niveau national. Il y a également les limites des politiques publiques. Parce que aujourd'hui, au niveau international, l'agenda 2030, l'agenda 2063 de l'Union africaine, etc., la CIA, la Banque africaine de développement, le BIT, toutes ces organisations prônent aujourd'hui des politiques centrées sur l'humain et sur la justice sociale. Et aujourd'hui, toutes les contestations qu'on note ont un soubassement lié à vraiment au respect des droits de l'homme, à la justice sociale, etc. Et vous le comprendrez, pas plus tard que hier, le ministère du Travail a partagé un dernier rapport sur la situation du marché du travail durant la phase Covid entre mars 2020 et février 2021. Donc c'est un rapport pratiquement annuel qui nous a montré qu'il y a eu un niveau élevé quand même de chômage technique. Parce que sur 428 entreprises touchées par les mesures de chômage technique, 16 517 travailleurs ont été pratiquement mis à l'arrêt pour chômage technique. 16 517. Sur les licenciements aussi, il y a une sorte de flambée parce qu'il y a 261 entreprises sénégalaises qui ont fait dans le licenciement de 1236 travailleurs. Et dont 81,3% des licenciements sont des licenciements pour motif économique. C'est dire que la Covid a carrément bousillé le tissu économique qui était déjà faible. Il y a également des problèmes de bataille vraiment de l'opinion. Parce que ça, c'est un problème en réalité aussi qu'il faille régler au niveau national. Aujourd'hui, c'est très désastreux de voir le niveau de désinformation constaté actuellement durant cette phase de trouble au niveau national. Il y a toute forme de message, toute forme de vidéo de manipulation. Il y a de l'excès de zèle aussi des partisans, de ceux qui devraient aussi décanter cette situation. Là, il y a de l'excès de zèle un peu partout. Et ce qui est bizarre au Sénégal, c'est que l'engagement politique n'est pas souvent une vocation. Les gens ne sont pas diplômés en sciences politiques. Vous voyez des politiciens de haut niveau qui n'ont aucun diplôme académique permettant de décrypter ou déchiffrer une situation sociale donnée. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que vous avez juste des hommes qui sont formés, qui à un moment donné vont acheter Sun Tzu, l'art de la guerre, ou vont acheter Le Prince avec Machiavel. Et qu'est-ce qui se passe? En lieu et place de diplôme, ils vont un peu se former en art oratoire. Et à l'issue de cela, ils font dans les plateaux télé et ils font dans la manipulation. En pensant que c'est la manipulation et le mensonge qui vont en réalité faire adhérer les populations. Aujourd'hui, on prend les réalisations de l'État, de bonnes réalisations favorables pour le progrès social et favorables pour l'amélioration des conditions de vie des populations. On l'enrôle dans du mensonge pour en réalité attaquer le gouvernement. De l'autre côté, on prend aussi des faussetés complètes et on essaie de l'enrôler pour faire gober cela vraiment au niveau des populations. Et je pense que ces genres de choses devraient être corrigées et c'est une leçon à tirer de ce conflit qui est né en réalité de tiraillements entre politiciens, qui est envenimé aussi par les politiciens dans les plateaux télé, etc. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les télévisions sont coupées, les radios sont coupées, et ceux qui émettent, ils émettent sur des sujets purement ludiques, alors que le pays est en train de connaître une situation sans précédent. Aujourd'hui, les grands penseurs, les développeurs, ils réfléchissent sur la base de l'économie de la vie développée par Jacques Attali, des pensées en réalité d'économistes sénégalais, d'économistes africains, au lieu d'être dans Sun Tzu, dans Machiavel, qui sont des théories aujourd'hui dépassées, parce que c'est des théories de manipulation, des théories en réalité d'autoritarisme, et que nos leaders lisent, qu'ils soient dans le pouvoir comme dans l'opposition, pour ne faire que manipuler. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des questions de développement, dans des questions de justice sociale. Et le pouvoir n'est plus incarné uniquement par l'État. Et on a eu un peu des déclarations, hein, force restera à la loi, parce que quand on dit toujours que force restera à la loi, ça veut dire qu'il y a une remise en question de la loi. Il y a une remise en question en réalité des forces. Et qu'est-ce qui se passe?
il y a des pillages, il y a un peu partout. Le respect de l'ordre public est menacé, alors qu'on a des forces de l'ordre en réalité de haut niveau qui font référence en Afrique et un peu partout. Donc, il y a des situations qu'il va falloir vraiment très rapidement régler. L'autre élément, c'est qu'on est dans une société sénégalaise qui est une société du refus. Aujourd'hui, vous voyez Guy Marius Sagna, vous voyez Karim Xrum Xax, entre autres Sénégalais, vous voyez des gens de Y'en a marre. C'est des citoyens en réalité qui se battent pour le progrès socio-économique. Ça, on ne peut pas le leur dénier. Et chaque parti au pouvoir qui va venir va en faire des ennemis parce que c'est des contre-pouvoirs. C'est tout à fait naturel, mais ils sont dans leur rôle. Aujourd'hui, ils incarnent l'image de Cheikh Amadou Bamba et de nos combattants. La Dior, entre autres, parce que c'est des gens qui ont refusé devant l'oppression. C'est des gens qui ont refusé devant, en réalité, la tuerie de la population sénégalaise. Et je pense que les gens ont une liberté de penser l'économie nationale, une liberté de penser les relations internationales. Et sur cette base, ils ont le droit d'avoir des théories, de les développer et de se battre pour ça. Et je pense que la posture d'un État, c'est de prendre un recul et de pouvoir en réalité négocier, d'éclairer et d'asseoir les bases en réalité du consensus. On n'est plus à l'ère actuelle dans une logique de gouvernement, parce que le gouvernement, l'État en tant que tel, est une entité forte parmi tant d'autres entités fortes. Aujourd'hui, les développeurs le savent, il y a des réseaux qui transcendent en réalité le pouvoir d'État. Il y a le niveau international qui intervient aussi au niveau national, ce qui fait que l'État est pris entre l'étau des associations et la force en réalité extérieure. Ce qui fait que l'État ne peut pas, aujourd'hui, ne peut faire que réguler, mais ne peut pas imposer une position de force, une façon de voir. Et c'est la raison pour laquelle on a quitté la notion de gouvernement fort, etc., pour aller vers le concept de gouvernance. La gouvernance renvoie en réalité au dialogue, renvoie à la transparence, renvoie à la participation de tous, renvoie à la critique constructive, renvoie aussi à des corrections progressives dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes. Aujourd'hui, l'essentiel des hommes politiques que nous connaissons, ils ont été des délégués étudiants. Ils ont tenu des fronts, comme ça se fait actuellement dans le cadre de cette guérilla urbaine. Faites un sondage et vous verrez que pratiquement 75% de nos grands politiciens ont été à l'université, ils ont été dans les mouvements syndicaux, ils ont défendu la cause estudiantine, même s'ils ont après changé de trajectoire. Donc c'est dire que ces rapports de force en réalité ont toujours existé. Cela n'est pas nouveau. Les études, ce qu'il y a de dangereux maintenant, c'est que nos étudiants sont immunisés contre les gaz lacrymogènes. Aujourd'hui, ils font un face-à-face de moins de 100 mètres avec les hommes de tenue. Et cela renvoie à une théorie sociologique, selon laquelle, aujourd'hui, en sociologie du travail ou en sociologie des professions, on nous dit qu'il y a pratiquement une perte d'autorité des professions. Avant, pour passer devant la gendarmerie, c'était tout un problème pour un jeune Sénégalais, un jeune Africain, un jeune Peul. Aujourd'hui, quand on nous renvoie l'image d'un agent de police dont la main a été pulvérisée par je ne sais quoi, quand on nous envoie l'image de gendarmes et de forces de l'ordre qui reculent face au jet de pierre, ça montre que la chose est en train de déraper. Comprenons aussi que les métiers d'avocat, les métiers de fonctionnaires, etc., aujourd'hui, sont dilués. Parce que dans chaque maison, il y a un étudiant, dans chaque maison, il y a quelqu'un qui est dans le système. Et cela concourt un peu à rabaisser un peu le niveau d'autorité des métiers, etc. Parce que les gens savent qu'il y a les droits de l'homme qui sont là, il y a des limites à tout. Et je pense qu'il faudrait, sur cette base maintenant, tempérer. Parce que, qu'on le dise ou pas, la société sénégalaise est une société très imprévisible. Ça, que les gens le comprennent. On va vous dire qu'on a un pacifisme légendaire. C'est faux. Parfois, la société sénégalaise peut être violente. Et aujourd'hui, nous le savons. Nous avons une diversité ethnique, religieuse, politique, économique, etc. qui a fait que le Sénégal s'est un peu moulé dans ce qu'on appelle l'idéal de la teranga. Et la teranga, c'est ce commun vouloir de vie commune des gens venant d'horizons divers. Et aujourd'hui, on va nous parler de sentiments français, de sentiments anti-français qui n'existent pas parce qu'il y a des Français qui épousent des Sénégalaises. Il y a des Français des Françaises qui épousent des Sénégalais. Et vous allez à Saly, vous allez à Mbour, un peu partout à Dakar, on dirait que c'est la propriété en réalité des Français. Parce que des Français se sentent bien au Sénégal. Beaucoup de Français, jeunes chômeurs, viennent au Sénégal pour mener une vie en réalité excellente.
beaucoup de Français qui atteignent l'âge de la retraite viennent au Sénégal pour, en réalité, terminer leur vie, se cherchent une bonne femme, etc. Ça, c'est une réalité purement de chez nous. Et le rêve du jeune Sénégalais peut être d'aller en France, de regarder la tour Eiffel, de marier une blanche, etc. Donc, on n'a pas ce problème-là avec la France. Donc, le problème est de notre ordre et je pense que nous allons venir à ça. On le comprend aussi, cette tension au summum s'explique un peu par une logique de foule. Pourquoi on dit toujours disperser les foules, éviter les tensions, etc. C'est parce que quand il y a mouvement de foule, les mouvements sociaux sont organisés. Parce que ceux qui contestent, ils s'organisent. Ils ont une cible, ils ont une logique de guerre, ils ont un adversaire. Par contre, dans la logique de foule, vous le comprenez en psychosociologie, en sociologie des foules, etc., que la foule ne réfléchit pas. Aujourd'hui, ce qu'on voit en ville, c'est qu'il y a des contestataires qui sont face à des gendarmes, mais il y a des bandits, quelques-uns qui n'ont rien compris, et quelques-uns qui veulent la facilité, qui s'attaquent au magasin. Parce qu'il y a une situation de trouble, il n'y a pas d'ordre public, il n'y a absolument rien. Donc les gens en profitent. Donc ce n'est pas une question de les Sénégalais ont faim. Non. Mais il y a une violence qu'il ne faut pas réveiller dans une société. Et c'est ça l'interrogation qu'il faut faire. Parce que ceux qui ont été là en 89, ils savent que le conflit sénégalo-mauritanien a été beaucoup plus désastreux que ça. Parce que quand les gens ont entendu que des Sénégalais étaient tués en Mauritanie, on a mis des gens ici au Sénégal. On était témoins. On était plus jeunes, mais on a pratiquement suivi en direct. On a été dans des manifestations durant lesquelles les gens ont dévalisé des boutiques de morts, etc. On a mis des gens dans des pneus aspergés de carburant et brûlés vifs. Ça, c'est des choses qui se sont passées ici. Donc, il ne faut pas réveiller ces démons. Ne pas dire que la société sénégalaise est pacifique. C'est une société qui accepte tout. Et donc, on peut toujours... Voilà, c'est pas comme ça. Et les événements du 23 juin aussi, on a une même situation. Farba Senghor a reçu de la violence. Certaines autorités ont vu leur maison brûler. Des gens ont été menacés. Et je pense que sur cette base, il faudrait faire très attention. Je terminerai cet aspect sur la crise qui a atteint son summum avec les grandes tensions sur le sentiment anti-français, je le disais tantôt. Aujourd'hui, je pense que j'ai acheté l'ouvrage de Pascal Boniface, Géopolitique de la Covid, publié tout dernièrement, en 2020-2021 pratiquement. Et Pascal Boniface, dans la conclusion de son ouvrage, à la page 187, reprenait un peu le débat entre George Bush père, Bush fils et Clinton. Et Bush fils s'est demandé pourquoi après le 11 septembre, les événements du 11 septembre, pourquoi on nous déteste tant alors que nous sommes si bons. Et donc, dans l'interrogation de Clinton, il se dit, Bush fils, c'est votre politique économique internationale qui est stupide. Parce que les gens n'en veulent pas. Même si vous avez développé des aspects purement économiques au niveau national, au niveau international, vous avez été dans Guantanamo, vous avez été dans... etc. Et Bush père, on lui a dit, vous, c'est votre politique économique qui est juste stupide au niveau national. Parce que vous avez gagné la guerre froide, vous avez limité le communisme, mais au niveau national, vous n'avez pas en réalité développé les aspects économiques. Donc ça veut dire que ce que les gens se réclament, ce n'est pas en réalité de faire partir la France, même s'il y a frappe France dégage. Parce que c'est des slogans qui alertent et qui mettent la pression pour des échanges beaucoup plus équitables. Aujourd'hui, on est à l'ère du plan Sénégal émergent. Les gens pensent à l'émergence économique. Ils veulent voir... Mais d'ailleurs, Senghor le disait, en 2000, Dakar sera comme Paris. En 2000, Dakar a été pire que je sais pas quel pays du monde qui a régressé. Donc, on a envie de vivre cette émergence. Les gens réclament beaucoup plus de considération. Les gens réclament beaucoup plus d'égalité, beaucoup plus de gagnant-gagnant, de rapport gagnant-gagnant dans leurs échanges économiques, sociaux et peut-être politiques. Et c'est seulement ce que les gens réclament. Aussi simple que ça. Et c'est aussi légitime que tout. Maintenant, on a vu les gilets bleus, on a tout vu, les gens, ils cassent un peu partout. Et donc, ce n'est pas à légitimer, mais c'est des choses qu'il faudra corriger. Parce que ça montre un peu des défaillances dans le cadre de nos politiques au niveau national aussi.
La lecture qu'il faudrait en faire très rapidement. Pour moi, ces manifestations ont été un baromètre pour les politiciens. C'est un sondage de la cote de popularité du parti au pouvoir comme de ceux qui sont dans l'opposition. Mais aussi, tous les faits sont par là. Aujourd'hui, si les jeunes sont violents, si les jeunes dévalisent les boutiques, si etc., etc., ça veut dire que on n'a pas une jeunesse qui n'est pas consciente, mais les jeunes renvoient un message. Quel message? Il faudra décrypter ce message-là. Et dans ce message-là, il faut avoir une lecture en réalité au travers des politiques publiques, au-delà de la sociologie, de la psychologie et du cadre juridique. Et dans la lecture, sous l'angle des politiques publiques, il faut parler de politique de jeunesse et de politique d'emploi. Aujourd'hui, l'éducation populaire, c'est le dada, le cœur de métier des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Aujourd'hui, ils savent qu'avec l'éducation populaire, une bonne politique de jeunesse devrait permettre d'enrôler le maximum de jeunes dans l'éducation populaire, qui est une éducation extrascolaire qui permet aux jeunes de faire face à ses engagements citoyens, de faire face à ses devoirs. Et je pense que les inspecteurs de la jeunesse savent, et s'ils ont suffisamment de moyens, et avec des budgets qui demandent des résultats, ils pourront arriver à cela. Parce que des jeunes qui sont à Cœur Vaillant, âme vaillante, CVAV, les jeunes qui sont à Éclaireurs, éclaireuses du Sénégal, les jeunes qui sont à Croix-Rouge ne cassent pas. Parce qu'ils ont été formés dans ça, encadrés dans ça. Mais tous les jeunes n'ont pas accès à cet encadrement. Tous les jeunes n'ont pas accès aux sensibilisations par rapport au civisme, à la citoyenneté. Et puis le niveau de création d'emplois est très faible dans ce pays. Ce n'est pas quelque chose qui est naturellement de Macky Sall ou de quelqu'un d'autre. Mais ça transcende des générations. Depuis le 31 décembre 80, Senghor a quitté parce qu'il savait qu'il allait être sous administration des ajustements structurels. Il ne pouvait plus manœuvrer. Il a laissé le champ à Abdou Diouf qui n'a géré que des opérations. Et après Abdou Diouf, il y a Abdoulaye Wade qui a créé l'espoir, mais qui est venu vieux au pouvoir. Il y a eu des dérapages comme ce qu'on est en train de constater. Et avec Macky Sall, il y a des efforts dans le domaine de l'emploi. Il y a des efforts un peu partout. Mais quand vous dirigez, ne vous dites jamais que ce que je fais est suffisant. Les gens, ils en veulent davantage. C'est comme les femmes. Elles ne diront jamais ce que vous avez fait. Elles visent ce que vous n'avez pas fait. Et c'est tout à fait noble. L'homme veut la perfection. L'homme veut le maximum. Et si vous ne voulez pas être critiqué, sortez du champ politique. Si vous ne voulez pas être insulté, sortez du champ politique. Parce que ce n'est pas votre personne qui compte, mais c'est le peuple en réalité. Il y a également un désenchantement vis-à-vis de l'homme politicien sénégalais. Même s'ils sont des intellectuels, même s'ils sont des énarques, même s'ils sont sortis de grandes écoles, les gens sont corrompus par la politique. Propagande, manipulation, bataille de l'opinion, task force de je ne sais quoi, un peu partout. On n'est plus orienté vers l'intérêt général. Même il y a un flou entre ce rapport d'accompagnement technique du fonctionnaire pour la réalisation des programmes politiques et engagement politique, partisanerie. Et ça, je pense que c'est des problèmes qu'il faudra en réalité régler. Et puis, tout est manœuvre aujourd'hui, quand on suit la télé, quand on suit des actions, tout est manœuvre de tacticiens politiques. Et on ne peut plus continuer à ça. On ne peut plus continuer à ça. Arrêtez de lire Machiavel, arrêtez de lire Le Prince, je ne sais pas, Sun Tzu, l'art de la guerre, pour penser que vous êtes des politiciens accomplis. Parce que les gens, vous ne pouvez plus les endormir. Il y a également ce qu'on appelle la perte d'autonomie des métiers, perte d'autonomie des professions en sociologie du travail. Ça, je pense que je l'ai mentionné. Aujourd'hui, les face-à-face avec les forces de l'ordre font qu'il y a une banalisation du métier des forces de l'ordre. Et les jeunes, quitte à mourir, ils vont braver en réalité les policiers. Et ça, c'est quelque chose à corriger. Le modèle d'avocat que renvoie Maître El Hadji Diouf est pratiquement une forme de dévalorisation du métier d'avocat. Les soupçons ou les coïncidences troublantes sur l'affaire Adji Sarr constituent aujourd'hui une forme de décrédibilisation en réalité de la justice. Il y a eu des tensions, il y a eu le juge Téliko avec son histoire, etc. C'est des éléments en réalité que les gens prennent qui renvoient une image vers... Voilà. Les nouvelles technologies font aussi qu'il n'y a pratiquement plus d'enfants aujourd'hui. Ce que les enfants savent faire, leurs parents ne savent pas le faire. Ils sont très éveillés. Il y a une étudiante dans chaque maison. Dans chaque maison, il y a des amis de Macky Sall, des amis de Sonko. Et dans chaque famille, il y a quelqu'un qui fait de la politique, quelqu'un qui est magistrat, quelqu'un qui est policier. Donc, on ne peut pas continuer à se tuer. Avec ces manifestations, les jeunes sont en face de leurs frères, de leurs pères, policiers, gendarmes, etc. Moi, j'ai des parents policiers, j'ai des cousins, etc.
Et quand j'ai vu le policier dont la main a été pulvérisée, moi, c'était un pincement de cœur. Parce que si c'était un cousin, ça allait être compliqué pour moi. Et donc, aujourd'hui, nous, ce que nous proposons en termes de solution, c'est qu'on ne soit plus à l'heure des discours de politiciens qui sont en réalité en perte de vitesse. C'est le président de la République qui doit prendre en réalité ses précautions. C'est le président de la République qui doit prendre en réalité ses responsabilités. Parce que c'est lui le gardien de la paix. C'est lui le gardien le garant en réalité des libertés publiques, que ce soit les libertés individuelles comme collectives. Et l'heure est grave. Il a été bien élu, et très bien élu, démocratiquement élu. Son leadership n'est pas contesté. Il n'a qu'à s'adresser à la nation. L'interview du 31 décembre du chef de l'État a installé une sorte d'excès de zèle pour ses partisans, pour certains fonctionnaires, mais aussi une rupture de dialogue, un dialogue de sourds par rapport à l'opposition. Et il y a même des extraits que les gens utilisent pour dire que c'est le président qui peut calmer le jeu. Il doit calmer le jeu, ouvrir des perspectives de médiation et peut-être recourir à des grands médiateurs au niveau national. Le couvre-feu doit être levé parce qu'il n'y a aucun impact. Et si on prend des mesures, non pas parce qu'elles sont juste prises, non mais parce qu'elles sont en réalité bonnes. Il faut qu'on repose nos forces de l'ordre. Il faut libérer provisoirement, même surveillance judiciaire si vous voulez, l'ensemble des prisonniers politiques et lever les sanctions sur les médias. Parce que personne n'a accès aux médias et on risque de boycotter nos médias nationaux. Et ça va être difficile parce que c'est France 24 que les gens suivent et c'est ce qui nous informe. Et c'est dangereux. Déclarer la position officielle sur le 3e mandat et remobiliser les Sénégalais vers le travail pour vraiment finir le mandat en apothéose, faire un bilan louable. Le président ne pourra pas tout faire. Ses politiques ne pourront pas tout apporter au niveau national. Il a bien fait dans le cadre de son premier mandat. On a compris que la Covid a donné un sacré coup un peu partout. On ne peut pas attendre de ce mandat-là des choses extraordinaires. Mais on veut juste le rétablissement des équilibres. Et sur 3 ans, le chef de l'État peut rétablir en réalité la primauté du droit. Il peut rétablir la force de la justice. Il peut rétablir la trajectoire économique lancée même dans le cadre du PAP 2A 2021-2023. Il peut en réalité faire un bilan louable. Aujourd'hui, il a un mandat au niveau de l'Union africaine. Et son leadership lui a permis d'être porté à ce niveau. Le monde est en train de regarder le Sénégal. Et je pense qu'il y a une vie après le mandat. Et c'est cette vie après le mandat-là qui est actuellement en jeu. Si aujourd'hui, Abdoulaye Wade, malgré sa sagesse, malgré ses grands combats, malgré son niveau intellectuel, n'a pas été bon, même pour une médiation internationale du fait de son passif, aujourd'hui, le président Macky Sall, qui a la présidence en chef de l'Union africaine, a une image de marque et garde aussi l'image de marque du Sénégal qu'il ne faudrait pas en réalité d'éteindre avec ces troubles. Aujourd'hui, il y a suffisamment de morts, mais quel que soit Alpha, les gens comprennent que le PSE, plan national de développement, plan Sénégal émergent, est convaincant et que presque tout le monde y a travaillé. Aujourd'hui, c'est un bon plan qui peut nous permettre de nous sortir de cette situation et je pense que ce sera la postérité que le président laissera à la population sénégalaise. Force restera à la loi tant que légitimité et légalité convergeront. Et je pense que je vais terminer en Wolof pour dire que le Wolof nous dit « Fu jàmm yendu waaye fa xam lu mu waxul ». Donc il faut toujours savoir raison garder. Mais aussi, Wolof nee na xun xunóor xamul xetam. C'est avec le recul que certaines personnes peuvent en réalité tendre la perche. Et dans une situation donnée, il faut toujours ouvrir les portes vers des médiations parce que quel que soit Alpha, tout devra se terminer autour d'une table. Sénégalais, Sénégalaises, chers followers, je vous remercie pour l'écoute.